Je m'appelle Marianne Duclos, j'ai 73 ans et ma poitrine est barrée d'une cicatrice fraîche que je protège d'une écharpe en laine bleu nuit. Ce matin-là, au centre hospitalier Métropole Savoie, une interne m'a appris à serrer un petit oreiller contre mon sternum chaque fois que je tousse pour tenir ensemble ce qu'on a scié. L'odeur d'antiseptique piquait la gorge. Un bip discret marquait les battements d'un cœur qu'on venait d'ajuster. Et dans la fenêtre, on voyait au loin les toits de Chambéry que le soleil d'hiver éclairait en biais. J'étais prête à rentrer. On m'avait rendu mes vêtements pliés trop nets, mon sac, mes papiers, et ce dossier cartonné où le cardiologue avait écrit d'une écriture précise que ma capacité de discernement était intacte. Je me suis assise au bord du lit, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à mon fils sur notre groupe familial. On me laisse sortir. Pourriez-vous venir me chercher? Quelques secondes plus tard, les points de suspension ont dansé sous son prénom. Prends un taxi, maman, on est en pleine semaine. Et puis, de la part d'Anaïs, sa femme, un petit visage jaune qui rit aux larmes. J'ai senti une vague froide remonter de la cicatrice jusqu'aux yeux, pas de la colère encore, juste cette surprise épaisse qui vous coupe le souffle plus sûrement qu'un effort. Dans le couloir, j'ai marché lentement entre des silhouettes en chaussons, chaque pas mesuré comme si le carrelage était une fine glace. Une aide-soignante m'a tenu le coude, m'a rappelé de ne pas lever les bras trop haut, m'a glissé au creux de la main un papier avec les numéros à appeler en cas de douleur et m'a souhaité bon retour. J'ai commandé un taxi. Dans la voiture, je me suis tenue droite pour ne pas tirer sur la plaie et j'ai regardé défiler la ville comme si je la voyais pour la première fois. La fontaine des éléphants, les arcades de la rue de Boigne, les terrasses vides et les vitrines qui brillaient trop fort. Le chauffeur a mis la radio doucement, un morceau ancien, un violoncelle posé sur un piano, quelque chose de simple qui vous laisse seul avec vos pensées. Je me suis surprise à compter mes respirations jusqu'à 10, puis à recommencer pour apprivoiser ce nouveau rythme que la chirurgie avait imposé. L'escalier de mon immeuble sentait la cire et le courrier humide. En poussant la porte de mon appartement, j'ai reconnu tout de suite un parfum qui n'était pas le mien, un sillage lourd et sucré accroché au couloir comme à un vêtement oublié. Sur le meuble de l'entrée, une paire de lunettes de soleil, des clés qu'on n'avait pas posées au bon endroit, un sac shopping calé de travers. J'ai pensé qu'ils avaient dû passer pour arroser ma plante verte, la pauvre Sansevieria qui supporte tout sans se plaindre. J'ai avancé, j'ai posé mon sac sur la chaise du salon et je me suis arrêtée. Sur la table basse, une boîte de pizza à moitié ouverte, un gobelet de soda renversé avait dessiné une auréole collante et 2 verres encore marqués de rouge à lèvres. Les rideaux n'étaient pas tirés, comme je les tire toujours, d'un geste égal, jusqu'au 2e anneau. Des détails dérisoires, dirait-on, mais les maisons parlent aux femmes qui y ont plié tant d'années. La mienne parlait une langue étrangère. Mon téléphone a vibré. Un message d'Anaïs. « Tout va bien? Tu as pris le taxi ?» Rien d'autre. Ni on arrive, ni on descend t'aider. J'ai répondu que j'étais rentrée. Elle a écrit « super » avec un cœur. J'ai voulu m'asseoir et ma poitrine a craqué comme une planche humide qu'on pose trop fort. Alors j'ai fait comme à l'hôpital. J'ai pris mon oreiller contre moi, j'ai respiré lentement jusqu'à ce que les picotements aux clavicules se dissolvent et je me suis dirigée vers la cuisine. L'évier était chargé de verres ronds qui ne m'appartiennent pas, un bouchon de champagne roulé sous le buffet, 2 assiettes empilées où adhéraient des miettes oranges. Dans le réfrigérateur, un gâteau à la crème couché sans couvercle, une tranche déjà entamée et au dos de ma propre écriture, la date d'hier pour la soupe de légumes que je n'avais pas finie avant l'opération. Quelqu'un avait vécu ici pendant que je dormais dans les draps d'un autre lit. Je n'ai rien dit à personne. Je me suis lavé les mains longtemps, avec cette lenteur obstinée des gestes qu'on veut reprendre en main. L'eau tiède apaisait les paumes, mais sous la peau, le cœur cognait, non pas de peur, plutôt d'un sentiment neuf qui n'avait pas encore trouvé son nom. J'ai ouvert la fenêtre sur la cour. L'air de janvier a glissé contre mes joues et m'a fait battre des paupières. Au-dessus, les filles à linge des voisins portaient des draps comme des voiles. J'ai pensé au chemin qu'il me restait à faire
pour remarcher d'un pas égal jusqu'au parc du Vernet, au programme de rééducation à l'hôpital d'Aix-les-Bains où l'on m'attendait, au rendez-vous de contrôle noté au crayon dans mon agenda, bien rangé entre des listes de courses et des recettes de gratin. Je me suis vue, pour la première fois depuis longtemps, non pas comme la mère qui s'excuse, mais comme une femme à sauver de ses propres habitudes. J'ai repris mon téléphone. J'ai écrit à Julien, sans reproche, sans rhétorique. Je suis bien rentrée. Merci. Rien de plus. Les mots que je ne disais pas se sont posés l'un derrière l'autre, muets et fermes, à l'intérieur de moi. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, ni comment desserrer cette vague invisible qui avait envahi ma maison. Je savais seulement ceci, j'étais sortie de l'hôpital pour rentrer chez moi, et je n'y étais pas tout à fait. Cette constatation, simple comme une pierre, a pris place sur le rebord de ma conscience. Elle ne bougerait plus. À défaut de bras tendus, j'avais une preuve. À défaut d'embrassade, j'avais des yeux, des narines, des mains qui reconnaissaient les objets qu'on déplace et la musique qu'on laisse trop fort. C'est avec ces petits témoins-là que j'ai allumé la bouilloire, que j'ai choisi ma tasse bleue et que j'ai bu le premier thé de ma nouvelle vie. Le soir, ils sont passés comme on entre chez soi. Julien a poussé la porte avec cette assurance automatique des gens qui n'ont pas besoin d'appeler. Anaïs trottinait derrière lui avec un filet de fruits et un bouquet de tulipes trop parfumés. Elle a posé les fleurs dans mon évier sans enlever la mousse de vaisselle, puis a dit d'une voix mielleuse que j'avais bonne mine pour quelqu'un qui sort d'un bloc, comme si ma couleur devait lui demander pardon. J'ai répondu que j'étais fatiguée, que tout irait, que j'avais seulement besoin de calme. Julien a ouvert le placard de la cuisine, a sorti un verre, s'est servi de l'eau et m'a demandé, l'air de rien, si les infirmières m'avaient donné un petit tranquillisant de sortie. J'ai secoué la tête. Il a souri en coin, ce sourire-là que je ne lui connaissais pas quand il était enfant. Ils ont commencé à ranger, à leur manière. Les coussins du canapé mis en oblique, les rideaux tirés jusqu'au 3e anneau, la table basse débarrassée de la pizza, mais remplacée par un plateau où trônaient des compléments protéinés spécial senior qu'Anaïs m'a présenté comme une trouvaille clinique. Elle a sorti un carnet relié de beige et a déclaré que pour éviter les frayeurs, elle allait noter mes prises alimentaires, mes prises de médicaments, mes heures de sieste, et qu'il serait plus simple que je lui confie mon téléphone pour ne pas te fatiguer avec les appels. J'ai posé la main sur la poche de ma robe de chambre. Elle a tendu l'autre main, naturelle, comme on réclame une télécommande. J'ai dit non, doucement. Elle a eu un rire léger, a lancé à Julien. Tu vois, elle fait sa têtue, puis s'est installée face à moi, jambes croisées, pour m'expliquer que dans les sorties de chirurgie, on observe parfois des baisses de jugement. Le dossier cartonné du cardiologue dormait sur ma table, avec cette mention nette que je pouvais prendre des décisions éclairées. Je l'ai touché du bout des doigts, comme on touche une preuve. Julien a sorti un trousseau de clés du tiroir de l'entrée, a balancé les miennes dans sa paume, a déclaré qu'il allait en faire un double, au cas où. Anaïs a renchéri qu'il passerait plus souvent les prochains jours, qu'il dormirait peut-être ici pour me surveiller. Surveiller. Le mot a claqué dans l'air plus sec que je ne l'aurais cru. J'ai demandé qu'on remette mes clés à leur place. Julien a soupiré, m'a embrassé sur le front comme à une enfant, les a posées sur la console, puis a changé de sujet. Il faut aussi qu'on s'occupe de tes papiers. Il a sorti une chemise plastique bleue, avec à l'intérieur des formulaires imprimés. Procuration bancaire, ai-je lu à voix haute. Juste pour 1 mois ou 2 pour t'éviter des déplacements inutiles. On pourrait payer les charges, les courses, organiser ta rééducation. J'ai senti ma cicatrice battre avec mon pouce, un petit pas de côté sous l'os. J'ai dit que c'était pas nécessaire, que j'avais mes habitudes à la banque et que la conseillère me connaissait depuis longtemps. Anaïs a laissé tomber, ostensiblement déçue, puis a photographié mon ordonnance pour vérifier avec une amie pharmacienne. Je n'ai pas aimé la manière dont son téléphone a avalé ma prescription. Ils ont dîné à la cuisine, sans me demander si l'odeur de beurre me levait le cœur. Je me suis contentée d'un yaourt, d'un thé tiède, et j'ai prétexté la fatigue. Dans ma chambre,
j'ai découvert le lit défait de la chambre d'amis, une taie froissée qui ne portait pas mon odeur, des cheveux bruns sur l'oreiller. J'ai remonté doucement la housse, rassemblé les draps dans un panier et j'ai laissé la fenêtre entrebâillée. La nuit a posé sur mes épaules une chape légère, mais je n'ai pas dormi. Je suis restée assise contre l'oreiller que l'on m'avait conseillé de serrer en toussant et, à la lueur d'une lampe basse, j'ai ouvert un petit cahier ligné. J'y ai écrit la date, l'heure de leur arrivée, leur phrase exacte, ce qu'ils avaient déplacé, ce qu'ils avaient voulu prendre. J'ai ajouté la mention du dossier médical, la phrase sur ma capacité de discernement. J'ai noté la proposition de procuration, la demande de téléphone, l'épisode des clés. Les mots ont pris place en colonne droite, sobre. Chaque ligne m'a ramené à moi, comme un fil tendu à la verticale qui replace le corps. Au matin, Anaïs a toqué sans attendre la réponse et a déboulé avec un plateau. Elle avait coupé ma brioche pour éviter les fausses routes, dilué le café pour l'estomac, imposé une compote pour le transit. Je l'ai remerciée. Elle s'est assise au bord du lit et s'est mise à parler de ma retraite, des dépenses qui ne servent à rien, comme l'abonnement à la médiathèque, puisque tu ne sors plus beaucoup. Elle a évoqué l'idée d'un abonnement de livraison de paniers repas à mon nom. Débit automatique, simple, on s'en occupe. Julien, de l'autre côté du couloir, parlait au téléphone. Sa voix montait et descendait, ponctuée de « t'inquiète ». On gère, oui, elle est fragile. Il a fini par entrer, chemise coincée dans le pantalon, visage fatigué de quelqu'un qui dort mal chez les autres. Il a posé devant moi un stylo et la chemise bleue. Ce n'est qu'un relais, maman, une signature et on s'occupe de tout. J'ai regardé ce fils dont je connaissais la nuque, que j'avais porté dans mes bras quand il faisait de la fièvre à 4 ans, que j'avais attendu devant le collège en hiver. J'ai vu le père qu'il était devenu peut-être, pressé, empêtré. Et j'ai vu aussi l'homme à qui l'on a appris qu'aider consiste à prendre la barre des mains de celle qui rame. J'ai dit que j'avais besoin de lire, de réfléchir, que je verrais ma conseillère, que je déciderais ensuite. Le silence a duré une seconde de trop. Anaïs a levé les yeux au ciel si haut que j'ai eu peur qu'il ne retombe pas. Julien a rassemblé la chemise sans éclat, a dit « comme tu veux », puis a ajouté qu'il devait filer au travail. Ils ont quitté l'appartement avec la précipitation des gens que l'ascenseur attend, et j'ai entendu le trousseau teinter contre la balustrade. Quand la porte s'est refermée, l'appartement a recommencé à respirer à mon rythme. J'ai porté la tasse vide à l'évier, j'ai essuyé l'assiette où la brioche avait laissé une miette dorée, et j'ai rangé la tulipe tombée à côté du vase. Ensuite, j'ai repris mon cahier. J'ai recopié la phrase du cardiologue sur ma capacité de discernement en haut de la page, comme un en-tête solennel. J'ai écrit les numéros de ma banque, le nom de ma conseillère, le créneau du matin où elle est le plus souvent au guichet. J'ai noté celui du cabinet d'un notaire de la place Monge que j'avais connu quand Philippe, mon mari, était encore en vie. En bas de la page, j'ai ajouté le nom de Madame Pujol, ma voisine du palier, et j'ai dessiné un petit carré à cocher. Il n'y avait ni colère ni vengeance dans ces lignes, juste la décision minérale de remettre chaque chose à sa place, en commençant par mes clés, mon téléphone, mon compte, ma voix. Dehors, la cloche d'une école a sonné, fugace. J'ai levé la main sur ma cicatrice pour la saluer comme on calme un cheval, et j'ai soufflé. Aujourd'hui, je commence. Le lendemain, j'ai posé la bouilloire sur le feu, et j'ai ouvert mon ordinateur comme on entrouvre un tiroir qu'on a négligé trop longtemps. Le site de la banque s'est affiché avec ce bleu qui m'accompagne depuis 20 ans, et j'ai tapé mon identifiant d'une main prudente pour ne pas trop tirer sur la cicatrice. Le relevé s'est déroulé comme un rouleau de papier sous un coupe-papier. 3 paiements effectués pendant que je dormais encore à l'hôpital. Une commande sur un site de coffret cadeau, une réservation expérience lac avec mention d'un loueur de bateau au Bourget, un panier de cosmétiques livré chez moi, tout cela à des heures auxquelles on change les perfusions plutôt que des rouges à lèvres. J'ai pris un crayon et j'ai noté chaque ligne, chaque montant, chaque jour, en face d'une colonne où j'ai écrit une seule phrase « Je n'ai pas acheté ». Une paix sèche m'a traversée, celle qui vient quand on met les objets dans des cases et qu'on cesse de se raconter des histoires.
J'ai sonné chez Madame Pujol, ma voisine de palier. Elle porte toujours des vestes courtes et des boucles d'oreilles en forme de feuilles. Elle a regardé ma cicatrice sans curiosité, avec cette tendresse discrète des gens qui ont connu les salles d'attente, puis elle a pris son manteau. Nous avons marché lentement jusqu'à l'agence bancaire, sous les arcades de la rue de Boigne, où s'installait déjà le premier marché de la journée. Le froid faisait une buée claire quand je parlais. La porte automatique nous avalait dans une odeur de papier et de désinfectant, un autre type d'hôpital. Ma conseillère, une femme que je vois vieillir presque en même temps que moi, sans que nous nous soyons jamais tutoyés, s'appelle Madame Brémond. Elle m'a fait asseoir, à regarder mes mains, puis à étudier l'écran. Sa bouche s'est pincée légèrement, un tic de prudence professionnelle. Je lui ai expliqué calmement, en partant de l'hôpital, en passant par le taxi, puis par les tulipes, les clés qu'on déplace, et ces paiements qui n'avaient pas la mienne pour origine. Elle a hoché la tête, a imprimé un historique et m'a demandé d'encercler ce qui me paraissait étranger. J'ai entouré les 3 lignes. Elle a souligné d'un trait droit « Contestation en cours ». Elle m'a conseillé de faire changer immédiatement la carte, d'activer une double authentification plus stricte et de faire apposer au dossier une mention écrite. Aucune information ne sera communiquée par téléphone sans la présence physique de la cliente, ni aucune modification opérée sans signature manuscrite. Elle m'a tendu un formulaire. J'ai signé, pas pour leur faire plaisir, mais pour reconnaître que ma voix m'appartenait à nouveau. Elle a aussi proposé la location d'un coffre pour les papiers importants. J'ai accepté sans réfléchir, étonné moi-même de la facilité avec laquelle on peut décider quand on se donne la permission de décider. À la sortie, nous avons pris un café serré au comptoir, près de l'entrée. La tasse chauffait mes doigts. Madame Pujol n'a pas donné de conseils. Elle a juste demandé si je voulais qu'elle passe en fin d'après-midi, au cas où. J'ai dit oui, pas par faiblesse, mais pour la sensation concrète que quelqu'un franchirait ma porte parce que je le souhaite. Nous avons remonté la rue côte à côte. Au tabac, j'ai acheté un petit carnet plus solide que le précédent, à couverture noire, avec un élastique. Le vendeur m'a demandé si c'était pour des mots croisés. J'ai répondu que c'était pour ma mémoire. De retour chez moi, j'ai posé sur la table la carte provisoire, le double des documents, le ticket de location du coffre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié l'état du salon, l'évier, la boîte de pizza, non par vengeance, mais pour garder trace, parce que la mémoire des femmes a longtemps servi d'armoire et qu'il n'est pas mauvais d'y mettre quelques étagères. Ensuite, j'ai composé le numéro de l'étude de Maître Durand, Place Monge. La secrétaire a répondu d'une voix claire. J'ai donné mon nom, expliqué en 2 phrases ce qu'il fallait savoir et rien de plus, demandé un rendez-vous. Elle m'a proposé jeudi matin. J'ai noté sans trembler. L'après-midi, j'ai ouvert le placard où je garde les papiers de Philippe, mon mari, mort les documents comme les gens qu'on appelle plus. L'acte de propriété, la police d'assurance, les garanties. J'ai fait une pile précise, une autre pour les choses périmées, une 3e pour ce que je garderai au coffre. Chaque feuille triée mettait un peu d'ordre dans ma respiration. À un moment, ma cicatrice a tiré si fort que j'ai dû m'appuyer au dossier de la chaise et tenir l'oreiller contre moi. Je me suis sentie vieille et victorieuse à la fois, comme ces femmes qui cousent au point arrière. C'est plus lent, mais ça ne craque pas. En fin d'après-midi, Madame Pujol a frappé. Elle avait une enveloppe Kraft où elle glissait ses mots croisés et m'a proposé de rester pendant que j'appelais Julien. J'ai composé son numéro et j'ai dit d'une voix égale que j'avais fait opposition à la carte, que la banque allait renforcer la sécurité, qu'un coffre avait été loué et que je préférais pour la suite qu'on me prévienne avant de venir. Il s'est tu un instant, puis a dit que c'était disproportionné. Je n'ai pas discuté. J'ai ajouté que j'avais rendez-vous avec un notaire pour vérifier mes papiers et mettre au propre ce qui ne l'était pas. Sa respiration a changé. Une microseconde de surprise ou d'agacement, je ne sais pas. J'ai clôturé d'une formule polie et j'ai raccroché. Le soir, dans le carré de lumière que fait la lampe au-dessus de la table, j'ai reporté dans mon carnet noir tout ce qui avait été fait et tout ce qui restait. Récupéré la nouvelle carte,
déposer l'acte de propriété au coffre, rassembler les justificatifs des dépenses contestées, préparer un dossier simple pour le notaire, demander peut-être un constat d'huissier si la petite mise au point ne suffisait pas. Les mots ne tremblaient plus. La maison, doucement, reprenait mon allure. Quand j'ai éteint, la cicatrice a pulsé encore une fois, régulière, comme si elle approuvait la cadence nouvelle. Dehors, la rue s'est assoupie. J'ai pensé que la prochaine fois qu'on entrerait chez moi, ce serait parce que j'aurais ouvert. Ils sont revenus en milieu de journée comme on s'invite à un pique-nique. J'étais en train de remettre des chemises dans une pochette transparente quand la sonnerie a percé le silence, suivi du claquement familier de la porte qu'on ouvre avec trop d'assurance. Anaïs est entrée la première avec un filet de course, un pack de boissons énergétiques et une boîte d'ustensiles en plastique plus pratique pour toi. Julien portait un sac cabas gonflé de vêtements. Ils ont occupé la cuisine et la maison a pris l'odeur sucrée d'un déodorant mêlé à la tomate froide des salades prêtes à l'emploi. J'ai posé ma main à plat sur la table, j'ai salué, j'ai demandé qu'on sonne avant par simple politesse. Anaïs a répondu qu'elle avait essayé, mais que les seniors mettent du temps à arriver. Le mot senior m'a gratté comme une étiquette mal découpée. On a frappé. Un livreur de course encore. Anaïs a bondi, a signé, a roulé des yeux vers moi en ajoutant bien haut pour qu'il entende. Elle a tendance à s'angoisser depuis l'opération, on préfère gérer. Le jeune homme a hoché la tête vers moi avec une discrétion gênée, comme on salue une malade. J'ai senti un fil se tendre dans ma gorge. J'ai dit, d'une voix égale, que je pouvais signer moi-même. Elle a gardé la tablette contre sa poitrine. « Non, repose-toi, tu sais bien que tu fais des confusions. » Les mots ont claqué. Je me suis entendu répondre. Le cardiologue a écrit le contraire. Anaïs a haussé un sourcil, a posé la tablette et a filé rangé. Troisième épingle plantée sous la peau. La mise en scène de mon incapacité, offerte à un inconnu comme un plateau. Julien, pendant ce temps, avait déjà ouvert mon tiroir à courrier. Il a sorti les enveloppes, a trié, a dit qu'il allait m'épargner les paperasses. Il a tenu la lettre de la banque entre deux doigts, a demandé ce que signifiait cette histoire de coffre et de blocage des informations. J'ai expliqué calmement. Il a ri sans joie. « Tu deviens parano, maman. » Je n'ai pas relevé. J'ai rangé la lettre dans la pochette noire avec le même soin avec lequel autrefois je pliais ses vêtements pour la colonie. Il a proposé à nouveau la procuration temporaire. J'ai refusé, non par défi, par cohérence. Anaïs est revenue avec un sac de toilette flambant neuf. On a pensé à tout, même un pilulier hebdomadaire. Donne-nous tes médicaments, on va organiser. Je les ai remerciés et j'ai dit que mon ordonnance resterait chez moi et que mes prises seraient notées dans mon carnet. Elle a grimacé, un rictus bref qui ressemblait à une gifle sèche. La sonnette du téléphone fixe a retenti. C'était Madame Pujol. Elle proposait de descendre m'accompagner jeter le verre. Je lui ai dit que ce n'était pas le moment, que j'avais de la visite. Sa voix a hésité, puis elle a répondu qu'elle repasserait plus tard. En raccrochant, j'ai senti un léger vertige, cette inclinaison du monde qui annonce une fatigue. J'ai serré l'oreiller contre ma poitrine et je me suis assise. Anaïs m'a apporté une bouteille d'eau déjà ouverte. « Bois, tu te déshydrates vite quand tu stresses. » J'ai bu parce que boire ne coûte rien et j'ai noté mentalement l'intonation, la certitude d'avoir raison sur mon propre corps. Quand ils ont fini de ranger, c'est-à-dire de déplacer l'ordre que j'avais mis, j'ai pris mon téléphone devant eux et j'ai composé le numéro d'une étude d'huissier que je connaissais de nom. J'ai dit que j'avais besoin d'un constat simple de l'état des lieux et de certains objets pour mon dossier de santé et pour ma tranquillité. On m'a proposé un passage le lendemain, en fin de matinée. J'ai accepté. Le regard de Julien s'est durci. « Tu nous prends pour des voleurs ?» J'ai répondu que je me prenais, moi, pour une personne qui préfère les faits aux disputes. Anaïs a lâché un rire court. Un huissier, mais bien sûr, allons-y. Mettons des scellés sur les casseroles pendant qu'on y est. Elle a mis la main dans la poche de son jonc, en a sorti mes clés qu'elle avait gardées pour éviter les accidents. Je les ai prises, une par une, j'ai passé l'anneau dans mon porte-clés, j'ai reposé le tout sur la console. Mon geste n'a pas tremblé.
Julien a changé de tactique. Sa voix s'est adoucie. Il a parlé de sa charge au travail, de la petite dernière qui ne dort pas, de l'épuisement qu'Anaïs traîne depuis des mois, de l'angoisse qu'ils ont eue pendant l'opération. Il a ajouté qu'ils avaient fait de leur mieux et que je ne mesurais pas leur attention. J'ai regardé son visage d'homme fatigué. Une part de moi a eu pitié, l'autre a compté. J'ai dit que je mesurais très précisément ce qui se passe quand on prend un téléphone, des clés, une signature et qu'on habille cela en sollicitude. Qu'on appelle cela comme on veut, c'est un déplacement des frontières. Il s'est levé, a pris son cabas, a demandé si au moins il pouvait dormir ici jusqu'à la fin de la semaine pour m'éviter les trajets. J'ai répondu que non. Pas ce soir, pas demain, pas sans accord écrit, ni date. Le silence a duré le temps d'un battement régulier dans ma poitrine. Ils sont partis avec des pas rapides. La porte s'est refermée comme un couvercle. J'ai ramassé la bouteille d'eau, j'ai effacé du pouce la trace rouge sur le bord d'un verre et j'ai rangé le pilulier neuf dans un placard. Puis, j'ai ouvert mon carnet noir. J'ai ajouté une page intitulée « Voix haute ». J'y ai recopié le commentaire d'Anaïs devant le livreur, la phrase de Julien sur la paranoïa, la question veloutée sur le fait de dormir ici et la restitution tardive de mes clés. En bas, j'ai noté l'heure du rendez-vous de l'huissier, demain, 11 heures. La simple vision de ces lettres droites m'a replacé au centre de ma cuisine. La bouilloire a tressailli, j'ai éteint le gaz et j'ai regardé par la fenêtre le ciel de Chambéry reprendre sa couleur froide. J'ai pensé à Philippe, à la manière qu'il avait de vérifier 2 fois la serrure avant de se mettre au lit. J'ai vérifié 2 fois, pas par peur, par fidélité à ce que je déciderais désormais. L'huissier est arrivé à 11 heures pile, un homme sec en manteau sombre qui sentait la laine brossée et la pluie fine. Il s'est présenté, a ouvert son porte-documents et m'a demandé ma pièce d'identité. Sa voix avait cette neutralité qui tient lieu de politesse dans les métiers où l'on enregistre le réel. Il a posé un petit mètre ruban, un carnet, un appareil photo numérique dont le flash s'est allumé en silence. Je l'ai conduit au salon. Il a noté la boîte de pizza à moitié pleine, les verres marqués, a photographié la console où j'avais replacé mes clés, l'évier encore chargé, les emballages de commandes livrés à mon nom. Il a pris des clichés du carnet noir ouvert à la page de mes annotations, puis m'a demandé si je souhaitais joindre des relevés bancaires contestés. Je lui ai tendu les copies. Il a écrit « Pièce communiquée par Madame Duclos », à dater, à parapher. Lorsque nous sommes passés devant la chambre d'amis, il a mentionné la parure de lit en vrac, la présence de cheveux sombres sur l'oreiller, a pris une photo cadrée large, sans porter atteinte à la vie privée de tiers, a-t-il précisé. La sonnette a retenti. L'huissier a levé les yeux vers moi. J'ai ouvert. Julien était sur le palier, Anaïs derrière lui. Ils ont fait un pas et se sont figés en apercevant l'homme au manteau. Anaïs a eu un rire nerveux. « Vous convoquez la justice maintenant ?» L'huissier a décliné sa qualité et a expliqué qu'il procédait à un constat sur requête sans jugement de valeur pour figer une situation de fait à la date et à l'heure. Julien a rougi jusqu'aux oreilles. « Maman, c'est ridicule. » La neutralité de l'huissier m'a tenu debout mieux qu'une canne. Je lui ai demandé d'enregistrer leur arrivée, l'heure, la restitution des clés effectuée la veille et le fait que j'avais demandé qu'on m'appelle avant toute visite. Il a noté mot pour mot. Anaïs a voulu plaisanter, puis s'est ravisée. L'huissier a poursuivi sa tournée, a photographié les emballages de cosmétiques empilés dans la poubelle jaune, le bordereau de livraison des coffrets cadeaux et a listé les éléments susceptibles de correspondre aux dépenses contestées. Enfin, sur ma demande, il a dressé un inventaire sommaire des objets de valeur apparente et noté que je souhaitais déposer certains documents dans un coffre bancaire. Sa plume courait sans accroc. À chaque ligne, je sentais une couture solide reprendre. Quand il est parti, il m'a remis un reçu et a indiqué que le procès-verbal serait disponible à l'étude sous 48 heures. Je l'ai remercié. Julien est resté sur le seuil, plus petit qu'à l'ordinaire, et a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me nuire, que tout cela nous dépasse. J'ai répondu qu'il n'y avait plus rien à dépasser, seulement des limites à replacer. Anaïs a demandé d'une voix basse si elle pouvait au moins déposer quelques courses. J'ai accepté
parce que ce geste précis ne me volait rien. Ils sont repartis sans un baiser, en silence, avec ce pas raccourci des gens qui ne savent plus s'ils reviennent ou s'en vont. L'après-midi, j'ai pris un taxi pour l'étude de Maître Durand, place Monge. La salle d'attente sentait l'encre sèche et la cire d'abeille. Au mur, des plans anciens de Chambéry. Maître Durand a 10 doigts qui tiennent le papier comme un oiseau, fermement, sans lui faire mal. Il m'a écouté sans m'interrompre, m'a demandé si je me sentais en sécurité la nuit, si j'avais quelqu'un à appeler en cas d'urgence. J'ai donné le nom de Madame Pujol. Il a hoché la tête, à noter, puis il a repris point par point le constat, les dépenses, la question des clés, la procuration sollicitée, la consolidation de ma sortie d'hôpital. Il a demandé à avoir l'attestation du cardiologue portant sur ma capacité de discernement. Je la lui ai tendue. Il l'a glissée dans une chemise fine avec un soin cérémonieux. Ensuite, il a dessiné à traits clairs le chemin devant moi. D'abord, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant l'inviolabilité de mon domicile, la restitution définitive des clés, la fin de toute ingérence et la régularisation des sommes indûment prélevées sous 8 jours. Ensuite, selon la suite donnée, un référé devant le juge pour obtenir des mesures conservatoires, si nécessaire. Sur le plan patrimonial, il m'a parlé d'une donation avec réserve d'usufruit au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique œuvrant pour la rééducation cardiaque. Vous conserveriez la jouissance de votre appartement jusqu'à votre dernier jour, a-t-il dit, et vous auriez la certitude que plus tard, ce toit servira à recoudre d'autres vies. La phrase m'a touchée à un endroit encore endolori. Il a évoqué aussi la possibilité de révoquer toute délégation bancaire et de faire consigner au greffe, le cas échéant, les pièces du constat. Je me suis entendu demander, de ma propre voix, d'engager les 2 premières étapes sans attendre. Nous avons relu ensemble le projet de lettre. Les mots étaient simples, exacts, sans aspérité inutile. J'ai signé. La pointe du stylo a gratté le papier comme une allumette. Il s'est allumé en moi une lumière froide et sûre. Maître Durand a glissé la copie dans une chemise cartonnée, y a joint la liste des pièces et a programmé l'envoi pour le lendemain matin. Vous ne faites pas un procès à votre fils, madame, vous vous offrez un cadre, a-t-il dit. J'ai souri, avec ces petites larmes qui ne tombent pas. Je me suis levée un peu trop vite, la plaie a tiré comme un rappel à l'ordre. Il a pris son téléphone, a dit à sa secrétaire de m'appeler un taxi, m'a accompagné jusqu'à la porte. De retour à la maison, j'ai trouvé sur le paillasson un sac de courses et un mot d'Anaïs. Pour ce soir, courage. J'ai rangé les yaourts et la soupe. J'ai posé le papier sur la table et je l'ai lu 2 fois. Il ne disait pas pardon, il disait gestion. Je l'ai glissé dans la chemise noire, non pour l'accuser, pour garder trace de cette langue-là, celle qui confond l'amour et l'organisation. Au dîner, j'ai mangé une omelette avec un morceau de pain. Puis, à la lumière douce de la lampe, j'ai noté dans mon carnet « Constat fait, lettre prête, j'existe sur papier ». La nuit est venue sans bruit. Je me suis endormie sur le dos, l'oreiller serré contre la poitrine, en comptant doucement jusqu'à 10, puis en recommençant, comme on apprend à une bête blessée, à ne plus craindre la main qui la guide. Au matin, la lettre recommandée est partie de l'étude de Maître Durand. La secrétaire me l'a confirmé d'une voix nette, en rappelant le numéro de suivi. J'ai accroché ce chiffre dans mon carnet noir, comme on épingle un repère sur une carte. À la banque, Madame Brémond m'a rappelé pour m'indiquer que la mention « Aucune information sans présence » avait été ajoutée en tête de mon dossier et que la carte définitive m'attendrait d'ici quelques jours. Chaque fois qu'une voix professionnelle prononçait mon nom, j'avais le sentiment qu'on remettait une brique à sa place dans un mur qui avait pris l'eau. Vers 10 heures, le téléphone a sonné. C'était une chargée de mission d'une fondation de rééducation cardiaque, celle dont m'avait parlé le notaire. Elle me proposait, si je le souhaitais, d'apporter un témoignage anonyme pour un dossier du Dauphiné libéré sur la sortie d'hospitalisation et l'isolement des aînés. Elle a précisé que je ne serais ni nommée ni localisée avec précision. On montrerait seulement des mains, un balcon, un intérieur neutre, et on parlerait de protocole de soins, pas d'histoire de famille. Je l'ai remerciée et j'ai dit oui, pas pour me plaindre.
pour poser une pierre dans un chemin plus large qui me dépasse et me tient debout. Une photographe est passée en début d'après-midi. Elle a demandé la permission d'ouvrir la fenêtre, a cadré mes mains posées sur la rambarde, la cicatrice cachée sous l'écharpe. Elle a pris le temps de faire le silence autour de nous, puis m'a demandé de raconter le taxi, la marche lente dans l'escalier, la première odeur à la maison. Elle notait peu. Je voyais sa mémoire travailler comme un papier buvard. Quand elle est partie, elle a serré ma main sans surjouer les émotions. Elle m'a dit que l'article paraîtrait samedi matin, qu'en ligne, il pourrait être publié la veille au soir. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte, j'ai vérifié la serrure et j'ai bu un verre d'eau. À 17 heures, Anaïs est revenue, seule, avec un pilulier et une volonté de faire. Elle a posé le plastique sur la table, a dit que l'article qu'elle avait vu passer en réunion sur les personnes âgées vulnérables m'avait donné des idées et qu'elle préférait anticiper. J'ai répondu que mon traitement était simple, que je savais lire une ordonnance, que le reste était organisé. Elle a haussé les épaules, a demandé si la clé du palier avait été changée. J'ai dit non, pas encore, et vu dans son regard une petite irritation déçue. Elle a pris une bouteille dans mon réfrigérateur, a bu à même le goulot, a essuyé sa bouche du revers de la main, puis a lâché « Julien pense que tu dramatises ». J'ai laissé passer la phrase sans l'accrocher. Elle a voulu me prendre le carnet pour compléter. Je l'ai gardé sous ma paume. Elle est repartie avec un « repose-toi » qui claquait comme une consigne. Le soir, après le journal télévisé, mon téléphone a vibré. La Fondation m'envoyait le lien de l'article en relecture privée. Une photo douce, mes mains veinées, un balcon qu'on ne reconnaît pas, et quelques lignes sur la sortie d'hôpital, les taxis, la difficulté de retrouver ses repères les premiers jours, l'importance d'un proche qui accompagne sans confisquer. J'ai relu 2 fois la phrase « Aider, ce n'est pas décider à la place ». Elle n'était pas de moi, mais elle rejoignait ma voix. J'ai validé. 1 heure plus tard, le papier était en ligne. Je n'avais pas annoncé sa parution à Julien. Je n'ai rien eu à faire. Les téléphones savent les itinéraires des nouvelles. Dans le couloir, j'ai entendu des pas, puis plus rien. Je me suis demandé s'il lisait, 2 rues plus loin, sur un écran au reflet bleu. À 22 heures, mon portable a vibré encore. Un appel de Julien, puis un message où il m'écrivait « C'est toi l'article », sans point, sans accusation, presque une demande d'explication. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai éteint la lampe, j'ai serré l'oreiller contre ma poitrine et j'ai respiré jusqu'à 10, puis à nouveau jusqu'à 10, avec l'impression nette que pour une fois, la nuit tournait de mon côté. Le lendemain matin, la factrice a glissé entre mes doigts une enveloppe blanche lourde de ce papier qu'on reconnaît sans le lire. La lettre recommandée était partie, et voici la jumelle. Celle qui m'informait, accusée de réception à l'appui, que Julien et Anaïs avaient bien été destinataires. Je l'ai posée sur la table, à côté du carnet noir, et j'ai bu un café trop tiède. Le monde avait la netteté des jours où l'on a pris rendez-vous avec soi. À 11 heures, on a sonné. Cette fois, j'ai laissé la porte fermée, j'ai demandé qui c'était, et j'ai entendu la voix de Julien, plus basse que d'habitude. Je lui ai demandé s'il venait seul. Il a répondu « oui ». J'ai ouvert. Il avait l'air passé à la machine froissée, les cernes accentuées par une barbe mal rasée. Il a entrouvert la bouche pour parler, puis s'est tu en voyant l'enveloppe recommandée sur la table. « Tu ne pouvais pas simplement nous le dire ?» J'ai répondu que je l'avais dit, à ma manière, calmement, dans des phrases sans hurlement. Il a fait un pas vers la table, a tendu la main vers l'enveloppe comme si elle brûlait. Je l'ai laissé immobile. « On dirait que tu as honte de nous », a-t-il lâché. J'ai secoué la tête. Je mets des limites. Il s'est assis sans que je l'y invite et a posé ses coudes sur ses genoux. L'article, il a cherché ses mots. On m'a demandé ce que ça voulait dire. J'ai répondu qu'il ne parlait de personne, sauf d'un protocole médical et de la manière d'être présent sans confisquer. Il a hoché la tête, mais son regard est resté accroché à mon carnet. Anaïs dit que tu exagères. J'ai ouvert le carnet, j'ai lu à voix haute sans le regarder les 3 paiements du jour de ma perfusion, la prise de mes clés pour éviter les chutes, la proposition de procuration, la remarque devant le livreur. Je n'ai ajouté aucune épithète. J'ai refermé le carnet.
Voilà ce que j'appelle exagérer, changer la définition d'aider. Il a soufflé, a tiré sur la manche de son pull comme on tire une couture existante pour éviter d'en créer une autre. Puis il a dit plus doucement qu'il avait eu peur quand on l'avait appelé de l'hôpital, qu'il avait voulu bien faire, que tout s'était emballé. On a l'impression que tout nous échappe. Le nous, je l'ai senti taper contre mes côtes. Ce qui t'échappe, ai-je dit, c'est ce qui ne t'a jamais appartenu. Ma voix, mes clés, ma signature. Il a fermé les yeux une seconde, a pris sa tête dans ses mains, puis s'est levé. Et maintenant, la lettre a commencé un compte à rebours. Maintenant, on respecte la mise en demeure. On me prévient avant de venir. On ne prend plus d'objets ni d'accès. On régularise les dépenses. Si vous avez besoin, on en parle avec Maître Durand, mais chez lui, pas ici. Le téléphone de Julien a vibré. Il a regardé l'écran, n'a pas décroché. L'ombre d'un froncement lui a barré le front. Je dois y aller. Il a avancé d'un pas vers moi, a hésité, puis m'a embrassé sur la tempe, comme lorsqu'il partait à la fac avec un sac trop lourd. On va faire attention. J'ai acquiescé. Il a refermé la porte doucement pour une fois, et la maison a repris sa respiration. Dans l'après-midi, la Fondation m'a appelé pour dire que l'article imprimé paraîtrait le lendemain et qu'ils avaient reçu un courrier de lecteur anticipé, quelques messages simples qui disaient à leurs mots que l'on peut aimer sans tenir les rênes. La voix au téléphone avait un sourire qu'on entendait. J'ai dit merci sans raconter ce que cela touchait en moi, là où les mains posent les draps du temps. À 19h, la sonnerie a résonné encore. J'ai cru que c'était Julien. C'était Anaïs, seule, manteau ouvert, parfum trop franc, yeux brillants d'une colère contenue. Elle a tendu le bras avec un sac en papier. J'ai remboursé les cosmétiques. Les mots portaient une pointe. J'ai regardé le ticket de caisse, la somme exacte, puis j'ai posé le sac sur le buffet. Merci. Elle a balayé la pièce du regard, a vu l'enveloppe recommandée, a ri d'un rire court. Tu nous fais passer pour des monstres. J'ai répondu que je ne faisais passer personne pour rien du tout, que je parlais de moi, de ma sortie, de ma maison, de mon rythme, et que la lettre ne disait rien d'autre que le droit ordinaire. Elle a serré la mâchoire. Tu ne nous pardonneras pas. Le mot pardonner est tombé en travers. Je ne pardonne ni ne condamne. Je remets des choses à leur place. Elle a voulu s'asseoir. Elle s'est ravisée. On ne dormira plus ici, a-t-elle annoncé comme un ultimatum offert. D'accord. Elle a attendu une protestation qui n'est pas venue. Mais ne nous coupe pas. Sa voix a vacillé une fraction de seconde. J'ai pensé à la jeune femme qu'elle a peut-être été avant les to-do lists qui remplacent la tendresse. Je ne coupe personne, ai-je dit. J'ouvre des heures où l'on peut se voir sans me défaire. Elle a détourné les yeux, a quitté l'appartement en emportant son parfum avec elle. La nuit tombée, j'ai reclassé mes papiers dans la chemise cartonnée que m'avait donnée Maître Durand. J'ai collé sur la première page un petit post-it où j'ai écrit « Ne plus s'excuser d'exister chez soi ». Puis, j'ai préparé une soupe claire, j'ai éteint plus tôt que d'habitude et j'ai laissé la ville respirer derrière les vitres. Je n'attendais pas de miracle, seulement l'application patiente de ce qui avait été écrit. Et, pour la première fois depuis des semaines, l'attente n'avait plus la forme d'une crainte, mais celle d'une vérification à venir. Mon cœur là-dessous battait avec la régularité d'un vieux métronome bien réglé. Demain, je marcherai jusqu'au parc du Vernet, même si ce n'était que jusqu'au premier banc. Demain, je verrai si les mots tiennent. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'étude d'huissier. Le procès-verbal était prêt. La voix m'a proposé de l'envoyer en copie à mon notaire. J'ai accepté. Il y avait dans ce simple « oui » la sensation d'un rail qui s'aligne. Puis la banque a confirmé la contestation des 3 opérations et m'a annoncé qu'un avoir provisoire serait inscrit le temps de l'enquête. J'ai noté l'heure, le montant, la référence, et j'ai fermé le carnet en sentant la couverture noire comme une peau solide sous la paume. En fin de matinée, la secrétaire de Maître Durand m'a proposé une rencontre à 4, salle de réunion, pour clarifier la suite. J'ai demandé s'il s'agissait d'un procès. Non, madame, d'un accord écrit si tout le monde le souhaite. J'ai dit d'accord. À 15h, j'ai traversé la place Monge, écharpe bien calée, oreiller serré contre le buste sous mon manteau pour les escaliers.
Julien était déjà là, assis, les mains jointes. Anaïs, droite comme une règle, le regard froid. Maître Durand nous a fait entrer, a ouvert un dossier où reposait la copie de la lettre recommandée, le constat d'huissier et une page blanche intitulée « Protocole d'accord ». Il a parlé sans emphase, à la manière d'un horloger qui remet un mécanisme d'aplomb. Nous pouvons convenir de 3 choses. La restitution des sommes contestées si l'enquête bancaire les confirme. Les modalités de visite, sur demande et à heure fixée. Et, si nécessaire, la libération de la chambre d'amis à une date certaine. Julien a dit qu'il ne garderait plus de clés, qu'ils appelleraient avant d'entrer. Anaïs a proposé de garder un double pour les urgences. Maître Durand a levé à peine la main. Les urgences se traitent avec les secours, pas avec un double de clés. Elle a rougi sans baisser les yeux. Nous avons parlé de date. Julien a demandé la fin du mois pour vider le placard où ils entreposaient quelques sacs. J'ai accepté avec une condition, que tout soit consigné par écrit, inventaire contradictoire à l'appui et qu'aucun effet personnel ne reste après la date. Maître Durand a ajouté une clause pénale, raisonnable, en cas de dépassement, non pour punir, pour éviter le flou. J'ai suivi sa plume du regard, sans hâte. À un moment, ma cicatrice a tiré. J'ai posé le bout des doigts sur l'oreiller et j'ai respiré. Quand il a fallu signer, Julien a hésité. « On dirait que tu nous expédies. » « Je me reprends, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. » Il a signé le premier, Anaïs ensuite, la bouche pincée. À la fin, Maître Durand a mentionné la donation avec réserve d'usufruit. J'ai pris attache avec la fondation dont nous avons parlé. Un projet d'acte pourra être prêt d'ici 15 jours. Julien a relevé la tête, un éclair dans le regard. « Tu vas donner l'appartement ?» J'ai dit que je garderais l'usufruit jusqu'à mon dernier jour, que rien ne changeait dans mon quotidien, que plus tard ce toit aiderait des cœurs fatigués à repartir. Et moi ? La question a flotté, nue. Toi, tu n'es pas un toit. J'ai veillé à ce que la phrase tombe sans dureté. Maître Durand a clos le dossier, a parlé d'un taxi, et l'entretien s'est terminé. Dehors, le ciel était blanc comme du lait. J'ai marché lentement jusqu'à la rue de Boigne, me répétant les mots du protocole pour en éprouver la solidité. En rentrant, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres un exemplaire du Dauphiné libéré. L'article imprimé occupait la moitié d'une page. On y voyait 2 mains veinées sur une rambarde, un brin de lierre, rien qui trahisse un nom. Les quelques lignes disaient que la sortie d'un bloc ne se mesure pas en kilomètres, mais en gestes qu'on vous laisse faire. J'ai posé le journal à côté du carnet noir, comme on accole un témoignage public à une mémoire privée. En fin d'après-midi, Anaïs a envoyé un message. Nous passerons demain entre 18h et 19h pour prendre les sacs avec liste. J'ai répondu, bien reçu, puis j'ai préparé une feuille A4 avec 2 colonnes, eux et moi, pour l'inventaire. J'ai ouvert l'armoire de la chambre d'amis, j'ai sorti les sacs, j'ai noté leur nombre, la couleur, le contenu apparent. J'ai glissé 1 mètre entre 2 piles de linge pour me donner une contenance. La précision calme est une force quand on n'a pas d'appétit pour les cris. À 19h, la Fondation m'a appelé. Leur responsable juridique confirmait que tout était en règle pour la suite, que l'acte de donation ne m'engageait pas au-delà de ce que j'avais décidé, que l'usufruit me protégeait et que si je le souhaitais, mon nom resterait discret dans leur communication. J'ai dit que oui, la discrétion me convenait. Elle a remercié pour la confiance, a parlé d'un centre à Aix-les-Bains où des femmes de mon âge réapprenaient à marcher sans se surveiller, et sa voix a eu un éclat de soleil sur l'eau. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé la bouilloire, j'ai attendu le premier frémissement, et j'ai pensé que même l'eau connaît cette seconde où elle hésite avant de se décider à bouillir. La soirée a été simple. J'ai mangé une soupe, j'ai rangé l'évier, j'ai posé les clés sur la console et je les ai comptées. 1, 2, 3, 4. Pas de double en circulation, pas de poche étrangère, pas d'ombre dans l'entrée. J'ai ouvert le carnet et j'ai écrit « Accord signé, fin du mois, visite avec appel avant. Fondation OK ». J'ai refermé. La maison s'est posée, comme un drap bien tiré sur un lit propre. Je n'ai pas pensé au pardon, ni à la rancune. J'ai pensé au banc du parc du Vernet et à la distance exacte qui les sépare. Demain, j'irai jusqu'au 2e. Demain,
Je verrai si mes pas tiennent leurs promesses autant que mes mots. Ils sont arrivés à l'heure dite, avec ces gestes précis des gens qui veulent en finir vite. J'avais préparé la table, la feuille A4, 2 colonnes, un stylo, une lampe qui ne fait pas d'ombre. Julien a posé son sac à dos, Anaïs a sorti sa liste et nous avons ouvert l'armoire de la chambre d'amis. J'ai compté à haute voix les sacs, la couleur, le contenu apparent. Un cabas gris, vêtements de sport. Un sac bleu, trousse de toilette. Un tote bag écru, papier d'hiver. Anaïs voulait aller plus vite. Elle tendait la main comme on attrape au vol une assiette. Je la laissais faire, mais chaque item passait par la ligne. Accord signé, ai-je rappelé. Elle a serré les lèvres et j'ai vu un instant la fatigue derrière le maquillage. Julien s'est occupé de la penderie. Il a décroché une veste qui n'était pas à eux, l'a remise à sa place sans commentaire. Parfois, nos regards se croisaient et se disaient des choses anciennes, le cartable trop lourd, la fièvre de nuit, les départs à l'aube pour l'entraînement. J'ai gardé le fil tendu du présent. À la fin, nous avons signé l'inventaire en 3 exemplaires. Rien d'autre n'est à demeure ici, a dit Maître Durand plus tôt par téléphone. Je l'ai répété. Anaïs a voulu laisser un petit carton au cas où. J'ai secoué la tête. Elle l'a repris, la bouche pâle. Au moment de partir, Julien a tiré de sa poche une enveloppe. Pour les dépenses. À l'intérieur, les justificatifs bancaires imprimés et un chèque du montant exact. Je l'ai posé sur la table, j'ai remercié, j'ai dit que la banque avait déjà crédité un avoir provisoire, mais que son geste entrait dans la régularisation. Il a acquiescé. On corrigera si la banque confirme, a-t-il ajouté. Cette phrase m'a touchée, non pour l'argent, pour le futur conditionnel qui admettait l'idée d'une règle commune. Anaïs, elle, regardait la console où reposaient mes clés, comme si leur immobilité l'agaçait. Dans l'entrée, ils ont hésité. « On passera samedi pour la dernière fois, a dit Julien. »« Entre 10 et 11, ai-je répondu. Il a hoché la tête, a levé la main sans la poser sur mon épaule. Anaïs a murmuré un bon courage qui sonnait moins sec qu'à l'accoutumée. La porte s'est refermée. J'ai pris une inspiration longue et j'ai senti sous l'os la plaie tirer un peu moins qu'hier. Le lendemain, j'ai pris le bus pour Aix-les-Bains. La kinésithérapeute m'attendait, cheveux relevés, voix claire. Nous avons marché sur le tapis à vitesse lente, puis elle m'a fait souffler dans un spiromètre. Ces exercices qui semblent enfantins et qui pourtant déplacent des montagnes de dedans. J'ai raconté peu. Elle a dit que le cœur aime les habitudes choisies. À la sortie, la lumière sur le lac avait la netteté des fenêtres qu'on vient de laver. J'ai pris un café en terrasse, j'ai regardé les passants et j'ai pensé que ma solitude avait désormais la forme d'une chaise occupée par moi-même. De retour à Chambéry, la poste m'attendait avec un avis. Le procès-verbal de l'huissier était disponible, tamponné, archivé. À la banque, Madame Brémond m'a confirmé que l'avoir provisoire deviendrait définitif. Les opérations contestées n'étaient pas authentifiées par vos moyens. Sa phrase avait la douceur des choses qui se remettent d'aplomb. J'ai glissé les documents dans la chemise cartonnée, j'ai posé la chemise à côté du carnet noir et j'ai éteint la lampe 1 minute pour écouter la maison. Le samedi, ils sont venus à 10h05. 2 allers-retours, un merci bref, pas d'odeur collée au rideau. À 10h40, l'appartement était à nouveau à moi tout entier. J'ai sorti les draps propres, j'ai refait le lit de la chambre d'amis, comme on lave un tableau. Au déjeuner, j'ai croqué une pomme et du fromage, j'ai laissé la fenêtre ouverte. L'après-midi, j'ai marché jusqu'au 2e banc du parc du Vernet. Mes pas hésitaient, puis se posaient, et je comptais sans effort jusqu'à 10 avant de recommencer. Le soir, j'ai reçu un message de la Fondation. « Nous préparons le projet d'acte. Vous pourrez relire tranquillement. » J'ai répondu d'un mot « Merci ». Puis j'ai écrit dans le carnet « Chambre libérée. Chèque reçu. Banque OK. Rééducation commencée. » J'ai ajouté en dessous, sans y penser, « Je me tiens droite. » La phrase m'a émue par sa banalité. Elle disait la seule victoire qui m'importait, celle de l'axe retrouvé. Dedans, mon cœur suivait, patient, comme s'il avait attendu que je donne le tempo. Demain, il y aurait encore des papiers, des sourires à tenir, peut-être des phrases de travers. Mais la maison avait repris ma voix, et je savais maintenant ne plus parler à voix basse. Le jour de la signature,
La lumière d'hiver avait cette netteté qui tranche les silhouettes. À l'étude de Maître Durand, j'ai donné mon nom. On m'a guidé vers une salle où reposaient 3 exemplaires de l'acte, un stylo lourd, un verre d'eau. Le notaire a rappelé d'une voix posée ce que je m'étais déjà répété 1000 fois: donation au profit de la fondation, réserve d'usufruit ma vie durant, charge courante à ma main, aucune autre disposition cachée. Il a lu chaque clause sans emphase, pointant du doigt les paragraphes qui disent l'essentiel. Je reste chez moi, je choisis qui franchit ma porte, et plus tard le toit portera d'autres respirations que la mienne. Quand j'ai signé, la plume a glissé ferme, comme si elle traçait une route déjà foulée. On a relié les exemplaires dans des chemises, on m'en a remis un, l'autre irait au fichier, le dernier à la fondation. La secrétaire a souri sans excès. J'ai rangé mon exemplaire dans mon sac, j'ai glissé la main sur la couverture cartonnée et j'ai pensé aux armoires où l'on classe enfin ce qu'on a trop longtemps laissé en vrac. En sortant, la ville résonnait d'un bruit de pas pressés, de conversations qui s'en mêlent sous les arcades. Je me suis offert un café place Saint-Léger. Le serveur m'a apporté la tasse avec un carré de sucre. J'ai bu lentement, à hauteur de souffle. Mon téléphone a vibré. Un message de la Fondation me remerciait de ma confiance, promettait de m'informer des actions locales, évoquait une salle de rééducation à Aix-les-Bains où l'on avait besoin de bénévoles pour tenir des mains et compter des respirations. J'ai tapé une réponse courte. Oui, plus tard, volontiers. Le lendemain, Julien m'a proposé un café un mardi sans Anaïs. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot discret, pas loin de la gare. Il est arrivé en avance pour une fois. Il a posé ses mains à plat sur la table, comme pour empêcher les mots de glisser. Il a parlé le premier. Il a dit qu'il avait lu l'accord 3 fois, qu'il avait honte d'avoir pris mes clés, qu'il n'avait pas mesuré ce que ça faisait de se sentir dépossédé chez soi. Je n'ai pas enjolivé, je n'ai pas accablé. J'ai raconté la bouilloire, le carnet, l'huissier, la banque, comme on déroule une corde tendue entre 2 rives pour montrer qu'elle tient. Il a hoché la tête. Anaïs et moi, on réapprend. Nous avons convenu de nous voir les mardis à heure fixe, 15 jours sur 2. Pas de promesse plus grande. C'était assez. Dans les jours qui ont suivi, la maison a trouvé son tempo. J'ai changé la pile de l'horloge du couloir, huilé la serrure du placard, refait le lit de la chambre d'amis avec des draps frais qui ne doivent rien à personne. La banque a récupéré ma nouvelle carte. Madame Brémond m'a serré la main par-dessus le bureau, une manière de signer, elle aussi, la clôture d'un chapitre. À l'hôpital d'Aix-les-Bains, la kinésithérapeute a augmenté d'1 cran la vitesse du tapis. J'ai marché en regardant devant moi et non plus mes pieds. Le soir, je lis à la médiathèque sur une chaise près de la baie vitrée. Quand je sors, je tiens la rampe par habitude plus que par besoin. Un samedi en fin de matinée, j'ai croisé Anaïs au marché. Elle portait un cabas de légumes, le visage nu, une expression que je ne lui connaissais pas. Elle s'est arrêtée. Elle a dit que la petite dormait mal, que le travail lui mangeait le jour, qu'elle avait confondu la gestion et la présence. J'ai écouté. Elle a tendu le bras avec une barquette de framboises qu'elle venait d'acheter. Elle a retiré sa main au dernier moment et a souri, infime. Nous en sommes restés là. Il y a des réconciliations minuscules qui comptent plus que les accolades théâtrales. Depuis, elle écrit parfois un message bref, un « on pense à toi » sans conseil annexe, et cela suffit. Aujourd'hui, j'ai rangé la chemise cartonnée de l'acte à sa place, dans l'armoire où rien ne traîne plus. J'ai relu les premières pages de mon carnet noir et j'ai senti la distance entre la femme qui notait pour ne pas vaciller et celle qui, désormais, s'écrit pour se souvenir et non pour se prouver. Je ne me venge pas. J'ai appris la différence entre aider et diriger, entre aimer et s'installer, entre veiller et surveiller. J'ai remis mon nom sur ma sonnette, non pas plus grand, simplement lisible, et j'ai posé un double de mes clés dans un tiroir que je n'oublie plus. À celles et ceux qui ont trop longtemps gardé le silence, je veux dire ceci. Ne confondez pas le bruit et la force. On peut remettre une vie d'équerre sans casser de porte, avec des mots qui tiennent droit, un huissier qui écrit, un notaire qui lit, une banquière qui vous regarde dans les yeux et note aucune information sans mandat. Gardez vos clés, votre téléphone, vos rendez-vous, écrivez, même des choses minuscules. 1 heure,
un parfum, un verre déplacé. Les faits sont des briques. On reconstruit des maisons avec des briques, pas avec des supplications. Si l'on vous dit que vous dramatisez, rappelez doucement que votre voix n'est pas un théâtre. Si l'on vous explique qu'on vous protège, demandez où sont les limites, la vôtre d'abord. Et quand le cœur sous la cicatrice bat un peu trop vite, serrez l'oreiller, respirez jusqu'à 10, puis recommencez. Vous n'êtes pas venu au monde pour demander la permission d'habiter chez vous. Vous avez le droit simple et entier d'ouvrir votre porte, de dire entre et de dire assez. Le reste n'est pas de la vengeance, c'est un retour à soi.